Ok. En fait, c'est destiné à qui? C'est au web. Je te filerai le montage si tu veux. Il résonne comme si on faisait une vidéo sur toi qui sera diffusée sur Internet. Ok. Essentiellement. Il n'y a pas de... Mais par toi ou par... Par moi. C'est moi qui la diffuse. Ah oui, c'est de l'autoproduction. Okay. Production Yadmin. Tu me suis? Hein, c'est-à-dire que c'est... il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de... C'est du Yadmin, okay, quoi. Très bien. Je préfère. Ah, tu préfères? C'est moi le... Tu as raison de te méfier. Hein. Et donc c'est fait pour... C'est pour le No Channel, la chaîne de Yadmin, la fameuse chaîne de Yadmin mondiale, tu sais, qui concurrence CNN actuellement. Non, je déconne. Et donc en termes de diffusion, c'est assez restreint si tu veux, mais c'est pas si restreint que ça. Si tu veux, on va dire que c'est la chaîne des potes, quoi, la chaîne des copains. Non, mais c'est pas pour inclure dans le site de Monsieur Machin. Non. Si, de Yadmin. C'est pour inclure dans le site. C'est pour voilà, c'est pour inclure dans le site de Yadmin. Il n'y a pas d'autres destinations. Et si c'est... Alors, clairement, hein, s'il y a par exemple tout d'un coup une chaîne qui me dit « Oh, mais on est vachement intéressé de le récupérer », je t'appelle. Tu vois l'idée. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est des choses qu'il faut que je discute avec toi. Quoi. Bien sûr. Tu vois, dans tous les cas. Voilà. Ok, très bien. Mais pour l'instant, c'est juste... très bien. C'est juste pour notre autopromotion. Non, puis c'est pour savoir orienter dans quelle direction. Alors, tu l'orientes vraiment dans... On s'adresse, si tu veux, moi... À des mineurs. Hein? À des mineurs aussi. Oui, alors là, ça, on va pas se limiter à ce niveau-là. Si tu t'adresses à des majeurs... Tu feras plusieurs versions. Ouais, non, mais tu t'adresses à des majeurs. Là, on raisonne, tu t'adresses à des majeurs. Hein, mais ça sera en diffusion publique. Okay. Je le mettrai en diffusion publique sur YouTube. Tu vois. Mais voilà, et puis, faut pas exagérer non plus. Hein, ce que tu fabriques, pour moi, c'est de l'érotisme des années... en tout cas, c'est comme du Drouillet ou du... Tu vois, ou du... Comment le mec a fait Barbarella, là, ou des choses comme ça. C'est pas pornographique, quoi. On n'est pas dans que j'ai retrouvé à Bayard Presse, d'ailleurs. C'est vrai? Et voilà, donc c'est tout public, ça reste tout public quand même, mais on privilégie les majeurs. On va pas se censurer en tout cas. Hein? Ok. Et puis si on doit censurer, on se posera la question après. Oui. D'accord? Allons-y. Là on s'adresse. Alors tu t'adresses aussi à. Pense que tu t'adresses à des potes. Hein. C'est comme si tu t'adressais à Yadmin. Je m'adresse à Yadmin. Ou à un autre artiste. Ou tu vois, on est quand même dans une relation à des gens adultes et éclairés, si je puis dire. Ou au fait de nos activités artistiques. Ça va, c'est clair ce que Tout je à dis. fait. Hein? Donc alors, je lance le moteur déjà de celui-là. Donc celui-là tourne. Je lance le moteur de celui-là. Parfait. Bon. Je vais peut-être pas faire le battleur, si. Allez. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter bientôt une chimère insectiforme. Qu'est-ce que c'est qu'une chimère insectiforme, vous me direz? Eh bien, vous allez le découvrir. Alors, on va voir si ça marche. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Une naissance en direct. Une mue. Elle s'appelle la grande chimère à rostre. C'est une chimère fort dangereuse. Celle-ci. Il ne faut pas s'approcher de trop, attention. Surtout
et aux yeux. Alors, c'est dans la série des chimères insectivores, grande chimère à rostre, petit talon, enfin petit, moyen talon, le pied fendu, on remonte, malléole interne, malléole externe, toutes deux malléole interne et malléole externe à la fois, 3 écailles en tout au talon, et là, on retrouve une articulation fort complexe, commune avec les chevaux, une sorte de parallélogramme qui va toujours rétablir l'angle également entre les différents os, ce qui permet de regrouper quasiment toute la musculature dans la cuisse, qui elle-même se commence par un gland, ici, se continue en une sorte de vagin. 1, 2, 3, 4, 5 ébauches, 5 ébauches d'anneaux. Alors là, on ne sait pas si ils enserrent comme un corset, mais ils passent entre les dorsaux et la partie avant les organes de l'estomac, j'imagine, qui doivent se trouver par ici, et la partie intestinale. Oh. Là, on a la cuirasse. Tiens, curieusement, ces seins sont arrondis et n'ont pas de tétons. Sans doute que les tétons sont ces 2 rostres, ce premier rostre, et cet aiguillon de scorpion. On se demande bien d'ailleurs, voici le vagin principal, on imagine le mouvement, hop, 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 hop. Et là, un très fin cheveu. Bon, attention les yeux. Bouge pas, je vais faire un vieux truc du cinéma. Je vais faire un clap. C'est-à-dire que... Attention. Voilà. Hop. Ça simplifie la vie. Donc, allons-y. On va tourner, puis je vais te... Alors, je vais te poser la première question habituelle qu'on pose à chaque fois. Tu peux te présenter? Me présenter? Ouais. Qui es-tu, Charles-Éric? Un être humain? Je suis pas une bête. Je me présente de face. Ah, c'est Georges. Georges. Ah, c'est Georges. Bah attends. Attends, on va couper. On va faire rentrer Georges. Je l'avais pas reconnu. Salut Georges. Ça va? Tu veux nous rejoindre? Oui. Je suis en train d'interviewer Charlie. Ça va bien? Salut. Ouais, ça va bien. Tu veux te joindre à nous? Non. T'es Tu veux pas?
Hein? vous laisse, c'est bon. Tu veux pas m'aider? T'es sûr? Bon. Oui, sûr et C'est certain, Georges. oui. C'est Georges qui vient de nous voir. Mais t'es Salut. sûr? Georges, ah bah, il a son portrait là-haut. Ouais. Ben voilà, en J'ai plus, vu, Ah oui, j'ai en plus, reconnu. il y a son regarde ce qu'il portrait a fait, là-haut. tu vois. D'accord. Deux portraits. Deux. Excellent. Bonjour. Bon, t'es sûr que Bonjour. tu veux pas te joindre à nous? Non, Tu non, veux je revenir m'en vais, après? Hein? Tu veux revenir Ouais, après? je sais pas, je vais voir si Isabelle est là. D'accord. Et puis voilà, Bon, bah à tout de suite alors, peut-être. peut-être. Salut. À bientôt. C'était un plaisir de te voir Bah écoute, depuis 40 ans. t'as raison. Hein? Ouais, Ça fait ça fait bien 40 ans qu'on s'est pas vu. Hein. 82, ouais, tu dois faire ça, ça doit être 40 ans. Tu n'as pas changé. Bon, bah toi non plus. Ouais. Moi, je te reconnais maintenant. Ouais, je me reconnais, c'est bien. Bah salut, à bientôt. Salut. Ah, bah c'était très sympa de voir Georges. Bon. Alors, allons-y, on commence. Après cette interruption momentanée. Bon, ça y est. L'image. Alors, Partir. donc, la question que... Je ça tourne suis- toujours. Allons-y. Je suis un être humain, pas une bête, pas un objet. Comment me présenterais-je de face, de profil, de trois quarts, à tous ces yeux qui me regardent? On recommence. Donc, Charles-Éric, tu as, Ouais. t'as été atteint de la maladie de Parkinson. Il y a combien de Depuis temps? quand? Oh là là, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se développe extrêmement lentement dans mon cas, qui a pu démarrer, disons, les premiers signes ont été des tremblements qui ont démarré. Oh, quand j'étais aux Arts Déco, on me disait aussi que je tremblais. Et moi, je ne le percevais pas. Et je tremblais même... mes tremblements s'arrêtaient quand je me mettais à travailler, à me concentrer sur un travail. Sinon, comme signe objectif, en 97, j'ai été obligé d'arrêter de monter à cheval parce que mes jambes tremblaient trop et que le pauvre cheval, il ne savait plus s'il devait avancer ou s'arrêter. La maladie de Parkinson aussi n'était pas diagnostiquée comme telle. Elle a d'abord été diagnostiquée comme un tremblement essentiel. Or, un tremblement essentiel, pour moi, ça ne veut rien dire d'autre que je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas sûr de ce que c'est comme affection nerveuse. Donc, j'ai consulté... Ça, c'était à à la Salpêtrière, le tremblement essentiel. Oh, une anecdote à la Salpêtrière au sujet de l'opération. C'est je ne sais quels jeunes internes qui m'ont sorti. Et si vous vous mettez à faire des gestes dans tous les sens, on va vous mettre des électrodes dans la tête, l'air de rigoler. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié de la part de ces médecins. Et c'était à quelle époque? Ça, c'était quand ils m'ont diagnostiqué dans les années 2000, C'est ça. peut-être. Mais Juste avant 2000. les implants subthalamiques n'existaient pas à l'époque. Je ne suis pas sûr. Oui. Il y avait d'autres méthodes, D'accord. mais également d'opérations, soit de lobotomie, soit, Ah, quand même. oui, soit d'implantation d'une électrode d'un côté, je crois. Enfin, je peux pas te dire les dates, je suis pas sûr de cela. En tout cas, ça, j'avais pas apprécié. Mais ensuite, je suis allé... Ah oui, j'ai commencé une psychothérapie. Ne sachant pas ce que c'était, je me suis dit, bon, ça doit être une maladie psychosomatique, ces tremblements. Parce que quand même, ça a été renforcé par des émotions très fortes, une déception amoureuse, ce genre de cause augmentait mes tremblements. Et ça t'a handicapé pour ton travail artistique? Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Tu sais, une des caractéristiques de la maladie de Parkinson également, c'est la lenteur aussi des actions, aussi bien la lenteur de la marche que la lenteur de l'esprit. Or là, j'ai l'esprit un petit peu lent. Où est-ce que j'en étais? Alors, on était sur
comment tu attrapes la maladie de Parkinson, enfin quand tu découvres plutôt que tu as la maladie de Parkinson. Voilà. Donc j'avais commencé une psychothérapie dite de la dynamique émotionnelle exprimée du docteur Étienne Jolinck pour voir s'il y avait une raison psychosomatique à cette maladie. Et je suis allé voir un autre neurologue qui m'a dit c'est la maladie de Parkinson, qui est définie par un certain nombre de critères, de caractéristiques, dont entre autres le rétrécissement de l'écriture, ce qui est fort handicapant pour dessiner aussi, parce qu'il y a un trait tremblé, un rétrécissement des formes, etc. Donc, sachant que c'était bien classifié, je me suis dit, je vais arrêter un peu momentanément cette psychothérapie parce que le poids financier par rapport aux avantages commençait à se pencher dans l'autre sens. Ça m'a fait beaucoup de bien, cette psychothérapie, je crois. Mais j'ai continué donc, j'ai débuté, c'était pas le traitement de la maladie de Parkinson, non, mon activité artistique. Quelle incidence ça avait. J'ai été obligé d'arrêter de dessiner et de modeler, c'était trop fatigant, beaucoup trop fatigant. Mais du coup, tu perds tes revenus, tu es obligé d'arrêter ton activité artistique. Oui, bien sûr. Quoique mes revenus, c'est pas les revenus de l'activité artistique qui étaient fort lourds. À une époque, tu travaillais pour l'image de synthèse. Tu fabriquais Oui, je travaillais à Ex Machina. Mais avant. Tu faisais quoi à Ex Machina? À Ex Machina, je faisais des sculptures, parce que c'est l'époque où pour faire des personnages un peu complexes, on ne pouvait pas les faire directement avec le logiciel FACE, qui faisait juste des petits triangles. On était obligé de faire ça en vrai volume, de dessiner au crayon chaque facette. On les saisissait dans le polémus. C'est un champ magnétique avec un stylo, et chaque point était là. Après, il fallait, pour régler les effets de déformation musculaire, j'avais fait une gueule de tyrannosaure et son corps, il fallait régler les translations, rotations en X, Y, Z à la main, en écrivant chaque chiffre sur chaque point pour bouger chaque profil, ils appelaient ça des profils. Enfin, c'était un travail démentiel, quoi. Et donc, tu sculptais quand même des objets? Oui. C'est là, d'ailleurs, que je me suis mis à la sculpture, parce qu'avant, je faisais de l'illustration, des dessins pour Capitch et Bayard Press, surtout des reconstitutions historiques avec mon ami Marc Bellin, qui était également aux arts décoratifs. Et... les reconstitutions historiques. Ça me fait penser aussi... au poster de Notre-Dame de Paris. C'est curieux, il faut que je le ressorte, parce que nous avions fait une mise en perspective de Notre-Dame achevée sur 2 pages. Il y avait un rabattant sur la page 3 qu'on ouvrait, on était sur 4 pages, sur 3 pages, où on voyait l'intérieur de Notre-Dame en train d'être construite. Et tout ça se raccordait. Alors on avait triché parce que, parce que pour les nécessités de la mise en page, les tours ont dû être construites à la fin, alors qu'on avait construit les tours au début. Et ça nous ramène à aujourd'hui, ce qui est arrivé au chantier de Notre-Dame. Comme si Notre-Dame était encore en chantier. Oui, mais qu'est-ce que j'aurais été... C'était tellement plus facile à faire en image numérique. Quand j'y repense aux heures qu'on a passées
C'est-à-dire tu l'as fabriqué. On a fabriqué d'abord la maquette en carton de Notre-Dame, cherché à décaler le cadrage, tricher un peu pour que le raccord de la feuille s'ouvre pile à l'endroit et que ça soit raccord avec tous les petits meneaux, tous les petits tourelles, etc. Mais sinon, c'est pas de ça dont tu veux parler. Excuse-moi, Yann. C'est pas grave du tout, c'est excellent. Alors, de quoi? Ah oui, de l'influence de Parkinson sur ma maladie. Sur ta carrière artistique. Excuse-moi. Non, mais c'est parfait. Mais tu vois, là, la dopamine est en train de monter parce que j'ai pris ça il y a 20 minutes et ça y est, l'euphorie revient. Ben, c'est top. Ah oui, quelle était l'influence sur ma vie artistique? Tu me dis la dopamine que tu as pris il y a... Oui, la levodopa, plus exactement, le précurseur de la dopamine. Et donc, du coup, l'euphorie revient, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à chaque début de prise, comme je suis un peu bien remonté au niveau de l'intensité électrique, je me sens gai, euphorique, comme si j'avais bu un petit peu de champagne, quoi. Mais tout juste, hein. Et d'ailleurs, ça m'étonne énormément qu'on puisse influer comme ça sur le psychisme et l'humeur des gens, rien qu'avec un petit courant électrique. Ah, c'est ça, parce qu'il y a une interaction entre la dopamine et tes stimulateurs. Oui, parce que les stimulateurs, quand j'ai été opéré, excuse-moi, c'est un peu tout dans le désordre, tu remonteras tout ça ouais, dans l'ordre ou le désordre comme tu voudras. Oui, quand j'ai été opéré, on m'a pas remis tout de suite. C'est pas à la minute qu'on m'a mis le courant électrique que j'ai maintenant. On y est allé très progressivement. Et en particulier dans mon cas, comme j'étais extrêmement sensible déjà à la levodopa, c'est-à-dire que je prenais ça par quart de dose ou tiers de dose, ce qui est très, très difficile à doser d'ailleurs, me faisait un effet énorme, une différence énorme. D'accord. Et donc il y a une interaction entre la dopamine et les stimulateurs. Ben oui. Ça oui. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que maintenant, à intervalles irréguliers mais nécessaires, je retourne à l'hôpital et on me remonte un petit peu l'intensité électrique dans mes électrodes et je compense, ils me disent à volonté, à mon gré, enfin de ce que je sens en tout cas, avec la levodopa. D'accord. Et alors donc tu perçois que ton traitement, c'est-à-dire à la fois les stimulations subthalémiques et à la fois la dopamine, modifie ton état de conscience. Voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que t'as le neurologue qui est là avec sa tablette, il clique sur un petit... d'un point 1 milliampère d'un côté, par exemple, je bouge pas, je suis détendu, bon, rien ne se passe, ou à peine, les tremblements se stabilisent un tout petit peu, et puis, bon, très bien, tu vois, ça m'apparaît très doux. Bon, je me lève, et quand je me lève, alors là, je commence à péter les plombs. Enfin, je le fais pas là, sinon tout le matériel va y sauter. Et je peux pas m'empêcher d'aller dans le couloir, on me demande de marcher. Et là, mes pieds, j'ai failli péter toutes les cloisons. Tu sais, les cloisons dans les hôpitaux sont pas forcément des murs en béton. Mais heureusement, il y a d'un côté la neurologue, de l'autre côté la secrétaire qui viennent, et en face ma compagne, que j'étreins, et les deux qui sont en train d'essayer de m'immobiliser. C'était épique. Et ça, alors vite, on a réduit les impulsions électriques. C'est pour ça que je ne vais pas m'amuser, moi, à faire varier, à régler ces impulsions.
C'est ça. Parfois, tu aurais envie de pouvoir agir sur... J'ai été très étonné que ça soit en continu, que je pensais, tiens, qu'il devait y avoir un boîtier électronique comme pour les pacemakers, les gens malades du cœur. Par exemple, ma mère, l'intensité, la fréquence plutôt de ses impulsions dépend de ses signaux cardiaques. Et moi, je pensais que c'était pareil, mais non, c'est en continu. C'est pour ça que, alors que les variations de la maladie qui continuent par en dessous, ces variations sont très fortes en fonction de l'humeur, des événements qui arrivent, des émotions. Donc, Et t'as pas envie des fois de hacker ton boîtier pour y pouvoir agir mais dessus? hacker, mais t'es malade toi. Comment tu veux que je hack? Non, j'ai pas du tout intérêt pour ma propre sécurité, hein. Parce que jouer comme ça, mais tout saute là, je fais. En plus, moi ce que je crains plutôt, les pirates. Au départ, bon, je veux pas donner des idées aux gens, tu vois, mais en fait, il y a autant de chances qu'on te mette un couteau sous la gorge quand tu vas tirer de l'argent qu'on te hack aussi, qu'on te pirate plutôt tes engins implantés. Est-ce que tu as parfois l'impression que ça a amélioré ou augmenté ta créativité ou d'autres choses? Oui, ça, c'est sûr que ça a augmenté ma créativité, ça. D'ailleurs, je pourrais te montrer. Dès que j'ai été opéré, j'ai commencé à me remettre à croquer tout en tremblant, à moitié, et à dessiner, et à photographier, et noter des idées de films, et des idées de sculpture, et des idées... Mais tu étais plus créatif que tu l'étais avant, ou beaucoup plus. Tu as retrouvé ta créativité antérieure? La créativité, c'est une chose. La réalisation de création, c'est une autre. Par contre, la réalisation, là, j'ai plongé. Hein. Et ça revient petit à petit. Mais je sais pas. Ah, c'est intéressant. Donc, parle-moi de cette différence que tu fais entre la créativité et la réalisation. La créativité... Attends, bouge pas. Je vais juste faire un reset pour être sûr que tout fonctionne bien. On va reculer un tout petit peu. Au fait, ton micro, là, il est tombé. Ah merde. Je le repince. Ouais. Parfait. Ok. Attention, je vais faire un clap. Voilà. La différence entre la créativité et la réalisation des créations est immense. La créativité, c'est d'avoir des idées et de leur donner une forme dans la tête, c'est-à-dire d'associer toutes ces idées, de visualiser, de penser même comment on va pouvoir le réaliser. Ça peut être un processus ou bien une œuvre en temps fini. Ça peut être tout ça, la créativité. Maintenant, la réalisation, c'est qu'il faut prendre le papier et le crayon, quoi. Bon, même, ça dépend à quel niveau. Ça peut être encore un niveau simple de créativité, de prendre des notes. Ça peut être aussi une réalisation. Mais moi, ce que j'entends, j'ai fait des croquis, j'ai pris des notes, mais il faut que je prenne l'ordinateur maintenant, que je fasse des modélisations, coller les éclairages, etc. Le mélanger avec autre chose, des prises de vue réelles de peinture, faire de l'animation directe sous la caméra en réel, passer à l'image augmentée. Mais ça, malheureusement, ça marche pas aussi vite et aussi bien que je voudrais.
parce que la souris, je fais un énorme effort pour l'atteindre déjà. Il faut que je la pousse jusqu'au bon endroit, et puis comme ça m'émeut d'être sur un petit bouton rouge là, il va falloir que je bouge ma souris dessus et je tremble, et la souris elle va tourner très vite tout autour, et jamais je vais arriver à cliquer. Alors quand on travaille à un clic ou deux à la minute, la réalisation, là, c'est pas ça encore. Donc si je résume bien, tu me dis si je me trompe, la maladie de Parkinson a réduit à la fois ta créativité et ta capacité de réalisation, et les implants subthalamiques ont amélioré ta créativité, mais n'ont pas beaucoup amélioré ta capacité de réalisation. Si, ça a beaucoup amélioré quand même. Parce que j'oublie très vite. Mais quand on me dit comment j'étais avant, j'ai oublié. C'était désespérant. J'ai eu une phase où j'ai pu travailler sur Photoshop, donner à voir des images en les transformant. Mais c'était passé, j'arrivais même plus à travailler comme ça. Et puis, j'en étais à prendre de la levodopa tous les 3 quarts d'heure. Un quart de levodopa, de 100 mg. Donc, on peut, est-ce que si par exemple je dis, d'une certaine façon, les implants subthalamiques t'ont augmenté en termes d'esprit, au niveau cognitif, mais ne t'ont pas augmenté en termes de... Si tu veux, tu as un handicap. Amélioré, je dirais plutôt qu'augmenté. Parce que le terme d'augmentation est très fortement connoté transhumanisme. Et donc améliorer plutôt qu'augmenter, oui. Il faudrait en faire l'étymologie de ce mot. C'est-à-dire que tu préfères utiliser le mot améliorer qu'augmenter, oui, précisément parce que tu voudrais éviter d'avoir une trop de connotation transhumaniste. Exactement. Hein? Alors pourquoi, justement? Je vais sûrement... Le transhumanisme, je ne connais pas vraiment. Je vais dire des banalités, des choses sur les... Oui, des banalités sur le transhumanisme. J'ai découvert d'ailleurs, grâce à toi, Yann, que le transhumanisme n'était pas uniquement pour les riches. On pouvait envisager une théorie transhumaniste qui soit sociale. Sinon, tel que ça nous est présenté dans les médias en général, le transhumanisme, c'est la technique va tout résoudre tous nos problèmes, même les problèmes sociaux sans doute. Enfin, je dis ça un petit peu ironiquement. Mais alors justement, parlons du social. Tu as fait une vidéo qui remercie la sécurité sociale. Tu peux m'en parler? Je remercie pas la sécurité sociale. C'est une convention, la sécurité sociale. Je remercie surtout les gens qui cotisent et qui sont solidaires entre eux pour que ceux qui sont particulièrement souffrants dans la vie puissent retrouver quelques soins bénéfiques. Donc il y a, tu apprécies la dimension vertueuse, en tout cas, du dispositif de solidarité sociale dont tu bénéficies? Oui, c'est beaucoup mieux que les assurances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des incohérences administratives, bien sûr. Il y a toutes sortes de problèmes, je pense, dans cette organisation. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le régime des assurances privées, où, comme par exemple aux États-Unis, on demande aux gens leur assurance avant de les soigner. Et toi, alors, dans ton cas, justement,
Oui. Tu as donc bénéficié de cette comment on va dire, de cette solidarité sociale. Ben oui. Ça. Parce que jamais j'aurais pu me payer une telle opération. Tu te rends compte, 8 heures au moins d'opération, 8 à 12 heures. Avec tous les examens, tout le personnel, etc. C'est hors des moyens d'un individu qui n'exploite pas le travail des autres. Et pour toi, alors, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un cobaye, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui expérimente pour la science un dispositif? Non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, ça fait combien? 15 ans, 20 ans peut-être qu'on a commencé à ce type d'opération. Maintenant, c'est toujours empirique, j'ai l'impression, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai signé une convention comme quoi j'étais d'accord pour participer à une étude dont j'ai oublié évidemment les termes. Mais je dois retourner, là ça fait 1 an que je me suis fait opérer, et je dois retourner à l'hôpital me faire examiner en vue de cette étude. Est-ce que au niveau de la... tu es donc entre... si tu veux, on n'est pas dans un processus d'amélioration, c'est dans le transhumanisme, il y a une notion d'amélioration, c'est-à-dire qu'il y a un seuil au niveau éthique général, une discussion qui est que les technologies servent en général, doivent servir à pallier à des handicaps. Mais nous vivons une période où ces technologies dépassent le simple palliatif à un handicap, c'est-à-dire deviennent carrément des améliorations. C'est-à-dire quelqu'un de sain pourrait utiliser ces technologies-là pour amplifier ou augmenter certaines capacités. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton propre cas? Mais écoute, par rapport à mon propre cas, on peut prendre un verre de champagne pour le plaisir, on peut le prendre pour l'euphorie, on peut le prendre... Est-ce que ça va t'augmenter? Un verre de champagne? Je prends ça, mais ça peut être aussi bien... Est-ce que ça va t'augmenter que de te mettre un sparadrap sur une petite blessure? Parce que à ce moment-là, si tu as un sparadrap, tu pourras mettre tes mains dans l'eau, s'il est imperméable, par exemple. Alors que si tu n'en as pas, c'est plutôt gênant. Voilà. Est-ce que c'est une augmentation au sens transhumain? On peut dire que là encore, tu pallies une forme d'handicap, tu es blessé. Mais par contre, effectivement, ton analogie avec le champagne. Avec le champagne est pas mal. C'est-à-dire c'est un amplificateur d'euphorie. Ben oui. L'alcool amplifie un état euphorique de façon artificielle. Oui. Je confirme. Et on dit derrière qu'on confirme. Donc, justement, est-ce que tu penses que c'est par rapport, par exemple, à la simulation subthalamique, d'utiliser des dispositifs de ce type-là, non seulement pour pallier à un handicap, mais aussi pour s'améliorer, amplifier des états de conscience, quel problème ça pose? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça te pose un problème? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Libre au monde de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je te dis, des fois je dis, par rapport à cette opération, les gens me demandent souvent, est-ce que... j'ai le trou, tu vois. Ouais. Je regarde l'heure, il est 5h15. Enfin, ça commence à baisser, les faits. Quelle était ta dernière Alors, la question, c'était, est-ce que tu penses... En même temps, tu sais, il n'y a pas que toi, moi-même, je commence à oublier ma question, tu vois. Donc, c'est pas spécifique. C'était lié à la question de l'amplification. Quel est ton avis? En fait, c'est un avis global oui, sur ça y est. le fait d'amplifier. Les gens me disent plutôt, mais t'es vachement bien, ça t'a beaucoup amélioré. Je leur réponds,
Oui, ça m'a beaucoup amélioré, surtout sur le plan psychique. Et je pensais, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que dans le fond, on ne se ferait pas opérer, même sans Parkinson, et se faire des implants euphorisants? Mais je dirais, mais enfin, il y a beaucoup plus. Il y a les risques. Tu peux avoir une hémorragie, une infection nosocomiale, on peut se tromper d'endroit, c'est très grave quand même. C'est-à-dire qu'avant cette opération, il faut savoir que j'ai mis des années, on me l'a proposé depuis au moins 10 ans de me faire cette opération. Et en fait, je ne l'ai réalisé que quand j'étais prêt. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, le pire qui puisse m'arriver, c'est de mourir. Et puis voilà. Après tout, de toute façon, chacun meurt bien un jour. Alors, pourquoi pas y aller? C'est tout ce qui peut m'arriver. Et puis je me suis réveillé. Tiens, je suis encore là, en vie. Alors j'étais dans un drôle d'état, parce que qu'est-ce qu'ils m'ont injecté? Le curare et tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas si c'était de la morphine ou... Enfin, un sacré cocktail me mettait entre deux eaux. Puis je suis remonté petit à petit dans un état paradisiaque, comme est dit dans ma vidéo. Et voilà. Donc en gros, l'opération et les implants subthalamiques amplifieraient un état de, comment je vais dire, de sérénité. Oui. Non, on pouvait se demander si c'était entre l'anesthésie. Oh, d'ailleurs, il faudrait que je te raconte aussi des histoires à ce sujet-là. Monsieur... tu m'y feras penser. Oui. Oui, entre l'anesthésie ou l'implantation ou les courants électriques, qu'est-ce qui donne le plus d'euphorie? J'en sais rien. Mais l'amélioration ou l'augmentation, peut-être que ça commence quand il n'y a pas de pathologie, selon toi, l'amélioration. Oui, mais l'amélioration par rapport à quoi? Est-ce que, de toute façon, j'ai cru comprendre que nous étions des prématurés. Donc, qu'est-ce que c'est que d'améliorer des prématurés? Est-ce qu'il y a besoin de les améliorer? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas tous les améliorer depuis le départ? Qu'est-ce que tu entends par prématuré? Eh bien, quand un petit enfant naît, il ne peut pas, comme les autres animaux, courir sur ses guiboles, sur ses pattes. Et nous sommes complètement dépendants du milieu dans lequel nous sommes à la naissance. Il faut que ce milieu vous protège et vous apprenne tout ce qui n'a pas été, inclus dans le patrimoine génétique, etc. Tout ce qui n'est pas inné. Tout à fait. Est-ce que tu as l'impression que tu n'es plus le même? D'avoir changé de personnalité? Oui. Est-ce que j'ai l'impression de n'être plus le même? Ça, c'est des questions que je me suis posées, effectivement. Mais est-ce que je ne suis plus le même parce que j'ai bu un verre de champagne? C'est exactement pareil. Sauf que, évidemment, il y a des techniques peut-être un petit peu plus sophistiquées que de la préparation du champagne. Quoique le champagne, c'est très sophistiqué. Il faut tourner les bouteilles un quart de tour par-ci, un quart de tour par-là. J'imagine qu'il doit y avoir des questions de lune pour les récoltes également. Enfin, voilà. Bon, super. Alors, on va continuer avec plutôt des questions sur toi-même, sur ton art, plutôt, sur ta création artistique. Oh là là. Oui. Je sais pas, parle-moi de ta création. Pourquoi tu fais de l'art, d'ailleurs? Ça vient d'où ça sort? T'es tombé dedans quand t'étais petit? Pourquoi t'es un artiste? Pourquoi t'es sculpteur? Pourquoi t'es graphiste, etc. Je suis né avec, et on ne m'a pas réfréné, heureusement. Par contre, par exemple, on m'a réfréné en me disant que je chantais faux. Ou oui, dans un groupe, je me souviens, en colonie de vacances,
On chantait en groupe et on m'a dit « Tais-toi, tu chantes faux ». Depuis ce jour-là, je me suis dit que je ne savais pas chanter. Et donc, ne m'étant pas exercé, évidemment, je n'ai plus su chanter. Pourtant, aujourd'hui, je crois que la voix m'est revenue. Ah, tu pourrais entamer une nouvelle carrière de chanteur? Peut-être pas à ce point-là, mais entre ne pas chanter du tout et se remettre à chanter... Attends. Mais donc, tu induirais dans ce que tu viens de dire qu'il y a une dimension, donc acquise, importante en art. C'est-à-dire que c'est pas un don, c'est pas un truc inné, c'est un truc qui peut s'acquérir. C'est un truc inné et qui peut s'acquérir, les deux. Redis-le-moi, l'art, c'est un... L'art, c'est un truc inné, sans doute, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'acquérir. C'est quelque chose aussi qui peut peut-être se perdre. C'est pour ça, je disais, quand on réprime un enfant, il va perdre, il risque de perdre ses qualités, ses facultés. Est-ce que... alors, tu as fait une école supérieure d'art. Oui. Est-ce que ça a une importance ou pas le fait Les arts déco. Les arts déco. On disait, avant que j'y rentre, que l'important c'était d'y entrer. Et qu'après, tout le monde en ressortait. Les uns travaillant à la distribution du courrier, les autres travaillant dans le métier, quoi. Avec toutes les gradations possibles. Est-ce que si je te dis qu'un artiste, c'est avant tout un nonaute, c'est-à-dire un explorateur de l'information? C'est-à-dire quand j'ai un discours... Attends, les arts déco aussi, ça a été très important pour apprendre à manier le discours, justement. C'est ça, connaître un peu l'argot du métier, enfin les concepts, non, j'exagère, et mettre des mots sur ce qu'on sent et analyser pourquoi est-ce qu'on sent quelque chose, ça nous l'a appris. C'est pas ce que ça nous a appris, je pense. C'est pas une question de diplôme universitaire, de faire un mémoire pour avoir des équivalences. C'est juste d'avoir une pratique avec des ateliers où on n'apprend pas vraiment le métier, parce que le métier, c'est les compagnons du Tour de France ou du Devoir, ou dans d'autres écoles qu'on va l'apprendre. Mais c'est juste... Oui, pour moi, ne plus avoir peur du jargon. Pour faire partie du sérail, il faut parler le jargon. C'est tout bête. C'est dommage. Que penses-tu donc quand je dis un artiste, c'est quelqu'un qui fait du traitement de l'information, inspiré de la cybernétique? C'est-à-dire que notre travail, notre boulot, c'est de traiter de l'information, mais à un niveau d'une complexité énorme, subtile, on va dire, où on ne peut plus trop définir par des mots autres que faire de l'art. Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un qui traite de l'information? Oui et non. Traiter de l'information, je veux bien, après analyse, bien sûr. Mais sur le moment, j'y pense pas, donc non. Oui, quand on fait du graphisme, par exemple, de la communication visuelle, quand on analyse tout ça. Et non, quand c'est inconscient, quand cela n'est pas conscient. Mais bien sûr que c'est aussi tu peux le lire sous forme, c'est le traitement de l'information. D'ailleurs, tout peut être casé, lu dans cette grille de lecture. Mais pourquoi spécialement cette grille de lecture et pas d'autres grilles de lecture?
Bon, voilà. Donc là, tu viens de parler justement de ce qui différencierait la communication, le travail de communication qu'on apprend à faire pour la pub, etc., du travail artistique, donc de ton travail artistique. Et tu as fait rentrer l'inconscient, ou le subconscient dans la boucle, tu vois, du travail. Est-ce que justement cette part subconsciente, inconsciente, est-ce que tu peux en parler, la formaliser? La part subconsciente. C'est-à-dire c'est ce qui fait le travail artistique. Qu'est-ce qui fait le travail artistique? Faudrait déjà savoir ce que c'est que le travail artistique. Est-ce que c'est... Bon, j'ai pas du tout envie de reprendre l'idéologie de l'art avec un grand A, de l'art comme transcendant tout. Non, c'est une pratique. Peut-être plus comme un exercice spirituel, non point au sens religieux, mais un exercice de l'esprit et du corps et de la matière et du monde qui nous environne, que ce soit de l'inspiration quand on fait une calligraphie ou un trait, que ce soit toutes les communications possibles avec l'univers. Est-ce que tu penses que justement dans ta carrière artistique, tu sais, souvent les artistes connaissent un moment particulier que Stanislavski appelle l'instant créateur, c'est une sorte d'instant d'illumination qui apparaît au moment où tu travailles. Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu connais ce moment-là? Je n'ose pas dire que je connais ça comme... il y a des gens qui pourraient dire je connais l'illumination chez les bouddhistes, ce que je sais, moi. Non, je sais, oui, plutôt je sais qu'il y a des fois, je fais un croquis, un trait comme ça m'est venu spontanément, et quand je le reprends après, ça marche plus, que c'est le premier jet, dans ce cas-là, qui compte. Je sais aussi que une forme, comme celle-là, par exemple, que j'ai peaufinée, que j'ai poncée longuement, et je vois le résultat, et ça me plaît, ça me procure un plaisir. Et au-delà, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même de temps en temps que ce qu'on appelle l'inspiration, par exemple, est un moment privilégié, exceptionnel, des espèces d'états de conscience modifiés qui arrivent pendant le travail artistique? Est-ce que tu as cette sensation-là? J'ai pas envie d'être si grandiloquent. Oui, peut-être, mais c'est tout simple. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est tout simple. C'est-à-dire quand je suis content. Non, je vais pas... Enfin, je te laisse m'expliquer comment ça se passe. Oui, mais alors, je te repose la question autrement. Est-ce que tu perçois dans ton... Alors, on va prendre l'ensemble de tes œuvres, l'ensemble de ta carrière artistique, des moments où tu vas créer, travailler. Est-ce que tu as le souvenir de moments privilégiés, de moments particuliers, d'états de conscience particuliers tout au long de ta carrière artistique ou pas? Ou est-ce que c'est toujours la même procédure, le même processus cognitif, le même... Écoute, moi j'ai l'impression que il y a des fois c'est laborieux. Alors là, je peux pas dire que ça soit l'illumination quand c'est laborieux. Puis il y a des fois ça coule tout seul. Alors, ce que je cherche évidemment, c'est est-ce que ça coule tout seul? Mais maintenant, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je ressens? D'où ça vient? Comment ça se passe? J'en sais rien. Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois qu'on se défonce à cet état-là? C'est-à-dire que c'est un état qu'on recherche? Ben évidemment, c'est un état qu'on recherche. C'est un état qu'on recherche, cet état... Comment tu dis, d'illumination? Tu peux avoir utilisé plein de termes, d'inspiration exceptionnelle, on pourrait dire. Tu sais, je crois que l'inspiration exceptionnelle,
elle viendrait par hasard. On essaye de provoquer le hasard, mais pour une chose... Tiens, quand j'avais fait les portes ouvertes une fois, non, je n'y participais pas, oui, et j'avais fait une installation de ce tissu-là que tu vois derrière toi, tissu vert, bon, qui était beaucoup mieux, beaucoup plus... Les plis étaient beaucoup plus évocateurs. Mais j'étais content, j'avais installé ça un simple tissu plissé. Et je me plaisais à mettre une sculpture ici, une sculpture là, mettre un petit papier, mettre des petits colifichets, des petits rubans, toute une installation. Et les gens venaient voir comme ça. J'avais rajouté des lumières. Et j'étais bien dans cet état-là. Et je me préoccupais plus de peaufiner ces sculptures, de me dire et ça, cette ligne-là, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle compense bien l'autre Non, tout ça, c'était du travail qui était fait, c'était ce que j'étais en train de faire. J'étais présent là-dedans et plus dans tiens, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que c'est pas trop osé de mettre une image comme ci ou comme ça. Donc tu avais conscience d'une certaine forme de justesse? Voilà. Même pas de la justesse, c'est comme de faire des pâtés de sable quand on est enfant. On s'amuse bien, ça marche. Et est-ce que tu peux faire un rapport éventuellement entre, est-ce qu'il y en aurait un, entre les états de conscience que tu découvres à travers les stimulations subthalamiques et des états de conscience artistiques particuliers? Ah bah oui, ne serait-ce que l'euphorie. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis bien euphorique, mais dès que je vais à l'ordinateur, que je commence à bouger la souris, que j'ai la tête qui commence à me gonfler à l'intérieur, alors je me demande, est-ce que c'est la Wi-Fi, est-ce que c'est Bluetooth, est-ce que c'est quoi ou qu'est-ce? Mais je supporte plus. Alors ça me frustre un peu de ne pas pouvoir réaliser ça sur ordinateur. Il faudra que je redéveloppe le croquis à la main. C'est ça. Et donc je pourrais dire qu'au lieu d'utiliser des termes un peu grandiloquents, d'illumination, etc., est-ce qu'on pourrait parler d'une euphorie artistique? Voilà, je préférerais. Donc, je repose du coup la question. Est-ce qu'il y a des états d'euphorie? Tu as connu des états d'euphorie artistique? Ah bah bien sûr. Bien sûr. J'ai essayé de les connaître. Attends, il faudrait que je te démonte chaque sculpture et que je te dise, là j'ai été euphorique dans cette partie de la jambe-là, elle m'embêtait. On voit d'ailleurs que c'est mal fichu. Tiens, quand j'ai fait ces gentils vampires, j'étais en état d'euphorie artistique. En plus, c'était pour Ex Machina, pour un film qui ne s'est jamais fait. On m'avait demandé de faire des variations sur des gentils vampires. Et au niveau de la recherche, c'était au niveau de l'esquisse. J'en ai fait toute une série comme ça. Et alors, il y a le sanglier loup, le sanglier mouton, le chauve-souris loup, le chauve-souris sanglier. Ça, c'est un chauve-souris sanglier un peu. Et tu as d'autres œuvres alors quasiment toutes mes œuvres. Celle qui s'en va en tire-bouchon, là, je sais plus comment est-ce que je l'appelle, cette déesse de la fécondité en terre. Je me suis bien amusé avec celle-là. Ça tenait à la fois des fétiches vaudous africains, enfin avec les éléments végétaux, la filasse, la paille dans la terre, dans l'argile, et ses racines, et cette abondance de seins. Alors donc, je peux dire que tu te défonces à l'euphorie artistique? Que je me défonce à l'euphorie artistique? Bah bien sûr. Comme tous les artistes? Oh, j'espère.
Et pas que les artistes, d'ailleurs. Parce qu'on peut se défoncer on peut avoir plaisir à écaler un œuf. C'est un plaisir facile, peut-être. Mais encore faut-il une préparation, le faire bouillir 10 minutes, le plonger dans l'eau froide, de façon à ce que, rien qu'en le poquant sur la table, on puisse le faire tenir debout, et puis enlever toutes les petits morceaux de coquille, et puis le faire rouler d'un geste de la main, comme un rouleau à pâtisserie le long de la table, de façon à créer sur l'équateur de l'œuf toute une fracture, enlever cette petite fracture comme on tirerait une languette de Kleenex, et ouvrir les 2 coquilles, une dans chaque main, avec... Fais gaffe, hein, parce que là, on va le filmer, ça. Bravo. Bon, vas-y. Bon, attends, je vais couper parce qu'on est en fin de batterie. Ah bah tu peux couper la batterie, moi je m'en fous. Je suis encore, ma batterie là, elle fonctionne. Bon, faut que je change de batterie, je vais faire une analyse. Bon, c'est excellent, ça va? Tu ne me fatigues pas trop avec non, les questions? très heureux. Hein? Ah oui, alors, j'ai 2 questions après, quand je vais revenir. Quelle est l'œuvre que tu as réalisée qui est la plus importante pour toi? Oui. Et quel est le moment dans ta vie d'artiste le plus important ou marquant? L'œuvre, je peux te le dire. Attends, il faut que je change de Non, batterie. je te le dirai tout à l'heure. Mais au moment le plus important... Si, tiens, j'ai une réponse. Mais ça risque de te décevoir, mais je m'en fous. Attends, je coupe et j'arrive. Il faut que... J'ai tellement d'appareils qui tournent là. Il faut que je fasse gaffe. Choquant. Ok, donc celle-là est prête. Celle-ci est déjà en train de tourner. Je décroche. Micro. Oui. Tu tournes. Voilà, le micro principal tourne. Je vais éloigner cet appareil qui ne sert plus à rien. Et on va réactiver celui-là. Et de quoi on parlait déjà? On va trouver. De tes meilleurs moments. Ah oui, non, attends, c'est pas mes meilleurs moments. C'est des questions beaucoup plus précises. Quel est le moment? Quelle est l'œuvre que tu as réalisée qui est le plus importante pour toi? Je crois bien que, paradoxalement, elle n'est pas très intéressante sur le plan esthétique, mais plutôt importante sur le plan symbolique. Il s'agit de la conception et du dessin d'une stèle à la mémoire des enfants juifs déportés, non scolarisés. Voilà. Et alors dis-moi pourquoi cette œuvre te marque le plus en fait. Pourquoi, quelle importance Quelle importance ça a? Ouais. Ben, il me semble que c'est une œuvre qui concerne des millions de personnes. Il me semble que c'est une œuvre qui était pour moi très difficile à réaliser. Pourquoi elle était si difficile? N'ayant pas été parmi les victimes, je n'étais pas... J'ai eu l'impression que que je n'étais pas... Comment dire? Légitime. Légitime? C'est ça? Peut-être. Enfin, j'étais pas de poids, j'étais pas du niveau. J'étais... quelque chose d'indicible, quoi. Comment représenter l'indicible? J'avais pas assez de vécu. J'ai eu cette impression-là.
D'ailleurs, ça n'est pas une représentation de l'indicible. C'est... Bon, et puis c'est vrai que ça fait quelque chose à chaque inauguration, parce que il y en a dans presque tous les arrondissements de Paris, dans tous les squares, un square par arrondissement, et à chaque fois, il y a les enfants des écoles qui viennent chanter. Et moi, en fait, je ne suis pas d'accord pour faire porter ce poids-là aux enfants. Maintenant. Mais... Enfin... Je sais plus. Quelle est pour toi ton œuvre personnelle, hein, l'œuvre au niveau de la création artistique, qui aurait le plus d'importance pour toi? Celle qui a le plus d'importance pour moi, c'est toujours celle qui est en cours ou en préparation. C'est une réponse simple, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire les autres, bon, je les aime bien, ou je les aime plus, ou je veux les balancer, ou peu importe, mais celle que je suis en train de faire, c'est ça le plus intéressant et le plus important. Ou de penser. Donc, du coup, tu me fais penser que en art, ce qui est le plus important, c'est pas finalement, c'est pas l'œuvre, c'est le fait de la faire. Oui, mais le fait de la faire, ça suffit pas, parce qu'en général, les gens, c'est pas simplement en train de faire qu'ils veulent voir l'artiste, ils veulent voir son œuvre. Voilà, mais pour toi, pour toi-même, qu'est-ce qui est le plus pour important? moi, c'est ce qui est en train de se faire, ce qui est en devenir. C'est le processus qui m'attire, qui m'intéresse. Bien sûr. Donc est-ce que tu es d'accord? L'expectative de la satisfaction. C'est comme les rapports sexuels. C'est l'expectative qui fait monter. Et voilà, il faudrait que ça reste tout le temps au sommet, en équilibre. Il y aurait donc une relation forte entre la sexualité et la création artistique? Évidemment. C'est dans le processus, cette relation. Parce qu'en général, bon, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Mais pourtant, c'est très proche. Mais c'est vrai que personnellement, je ne peux pas à la fois dessiner, créer, et à la fois être dans une action sexuelle. Ou alors tout est sexualité. Parle-moi justement de la dimension sexuelle de tes œuvres. Oh oui. La dimension sexuelle, tout n'est que métaphore non cachée. Je ne sais pas, dans partout il y a de la sensualité, enfin j'espère, c'est ce que j'ai essayé d'y mettre. La naissance, la création les processus de croissance, la génération, d'où est-ce qu'on vient, est-ce qu'on peut... Bon, il faudrait que je m'attache à chaque œuvre, là. Bon. Est-ce qu'il y a une part non sexuelle, des métaphores non sexuelles dans tes œuvres? Ben oui. Enfin, non sexuel. Je peux pas garantir ça comme garantie sans produit adjuvant, sans colorant. Il peut y avoir des traces. Inconscientes, tu veux dire. Inconscientes aussi. C'est ça. Mais par exemple, est-ce que tu fais des pareidolie, tu sais, des visages cachés ou dans les choses conscientes que tu dissimules? Dans les œuvres sur Photoshop, par exemple. Oui, mais ça, c'est du niveau... Léonard de Vinci disait lui-même, apprenait à ses élèves à dessiner dans les taches des murs. C'est de ce niveau-là.
Enfin, le niveau, j'entends. Je dis pas que je suis du niveau de Léonard de Vinci, mais la démarche est copiée sur celle de Vinci. Alors, quel est le moment dans ta vie que tu penses être le plus marquant dans ta vie d'artiste, dans ta vie d'auteur, d'artiste? Quel est le moment que tu penses être un des plus fondateurs, un des plus importants, un des plus essentiels? Alors là, je vois aucun moment plus essentiel que l'autre. Bon, il y a des étapes, bien sûr. Il y a des étapes, mais ça pourrait remonter peut-être les premières œuvres que j'ai vendues, je crois. Les premières œuvres que j'ai vendues, c'était à l'époque des années 70, sans doute, des bijoux en clous à ferrer les chevaux, des bijoux en maille short. C'était dans les années 70. Ensuite, alors donc, parce que c'est le moment où tu vends quelque chose. C'est un moment où c'est socialisé. C'est-à-dire qu'on devient un artiste quand on commence à socialiser ses productions. C'est-à-dire si je fais juste un petit dessin pour toi, ou un bouquet de fleurs pour ma maman, ou je pense pas que ce soit forcément une œuvre d'art. Ça devient une œuvre d'art à partir du moment où ça rentre dans le circuit, pas forcément monétaire, mais où c'est une commande d'un autre individu avec qui tu n'as pas d'autre lien spécialement autre que cette relation. Ça veut dire que tu peux produire quelque chose qui procure du plaisir à autrui. Je pense que c'est ça. Sans forcément passer par une relation monétisée. Sans forcément passer par une relation monétisée. Mais il faut que dans la relation, ça vienne, que le désir de contempler ou d'acquérir ou de faire quelque chose de ton œuvre vienne de quelqu'un d'autre. Parce que si tu dessines dans ton coin et que tu montres jamais rien à personne, tu deviens complètement dingue. Ou tu peux avoir d'autres relations avec d'autres gens, mais c'est pas une relation artistique. Donc tu peux pas dire que tu es un artiste. Et si tu diffuses tes œuvres sur Internet, par exemple? Oui, là tu commences à avoir une dimension artistique, à condition bien sûr qu'il y ait des retours ou des appréciations, même s'il n'y a pas de retour, une appréciation. D'accord. Bon bah écoute, je crois que je suis un peu arrivé au bout. Est-ce que toi tu as des choses que tu voudrais aborder? Maintenant, si tu veux que je te parle de chaque œuvre, je peux t'en parler. Alors, mais je ne sais pas ce qui va t'intéresser. Alors, déjà on va juste voir quelles œuvres tu voudrais toi mettre en valeur. De quelles œuvres tu voudrais plutôt parler, toi?